la scène artistique israélienne d'Agnès. Bonjour, Tzoraim Tovim. Avec mon invité aujourd'hui, Laurent Ganassia, chargé de communication à l'Office du tourisme israélien de Paris. Et comme vous l'avez deviné, eh bien, nous allons parler d'Israël, bien entendu, mais nous allons parler plus spécialement de tourisme. Laurent, bonjour. Bonjour Agnès. Ravi de vous retrouver, toujours fidèle également au poste à l'Office israélien du tourisme, qui est toujours localisé au même endroit, j'imagine. Toujours rue Saint-Lazare. C'est vrai qu'on a un petit peu perdu l'habitude, nouvelles techniques aidant de recevoir le public, mais on est toujours présent pour envoyer de la documentation, répondre aux questions des gens et les aider à réussir un beau séjour en Israël. Et pour mettre en place, bien sûr, de très belles campagnes de publicité que l'on va évoquer dans quelques instants. Mais puisque nous parlons de tourisme, pour m'être rendu à 2 reprises consécutives, à la fois en août et également en décembre pour des raisons professionnelles en Israël, j'ai entendu à chaque instant et avec chaque professionnel que nous rencontrions, la même réaction qui était quand même extrêmement agréable et positive. Année 2017, une année fulgurante pour le tourisme, c'est vrai ? Ben absolument, on a eu les chiffres dernièrement, puisqu'on a clôturé l'année donc au 31 décembre avec une année record, puisque on achève 2017 avec une hausse de 25% d'augmentation touristique, toute provenance confondue bien sûr, et environ 8% de touristes français. Avec des chiffres sur certains pays qui sont assez impressionnants, pour vous en citer quelques-uns, on a l'Indonésie par exemple, qui est quand même le premier pays musulman du monde, avec une augmentation de 60%, tout comme la Malaisie, 66%. La Turquie, dont on parle parfois des relations un peu froides, presque 20% d'augmentation. L'Afrique, moi j'ai rencontré particulièrement dans les souks et puis ensuite dans tous les lieux de pèlerinage, y compris la Via Dolorosa, énormément de pays africains. Tout à fait. Alors, Côte d'Ivoire, Niger. Alors il faut savoir que les gouvernements locaux en Afrique aident souvent des associations soit catholiques, soit évangéliques à réaliser des pèlerinages donc en Terre Sainte. C'est un peu le voyage d'une vie. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de groupes venus d'Afrique visiter la Terre Sainte, parce que c'est vrai que pour eux, aller une fois dans sa vie à Jérusalem, ça reste quand même un rêve à réaliser. Et de plus en plus, grâce aussi aux relations diplomatiques, économiques et amicales qu'entretient Israël avec de nombreux pays africains depuis maintenant une bonne dizaine d'années, cela a aidé effectivement à mieux connaître la destination et à donner envie à ses ressortissants de voyager en Israël. Alors j'imagine que vous faites effectivement des circuits qui sont tout à fait différents en fonction des populations, en fonction des demandes. Vous donniez tout à l'heure, Laurent, des pourcentages. Est-ce que l'on peut, c'est toujours un peu délicat parce que bon, il n'y a pas de fichier, Absolument. Mais vous voyez ma question, est-ce que l'on peut savoir quel est le pourcentage de la communauté et de celui qui ne l'est pas ? Ceux qui ne sont pas de la communauté. Oui. Alors effectivement, vous avez à moitié répondu à la question, parce que c'est vrai qu'on ne demande pas aux gens quand ils arrivent en Israël de quelle religion ils sont, bon plus ou moins avec les noms de famille, encore ça veut rien dire, vous le savez très bien, mais on arrive plus ou moins à le déceler. Ce qu'il faut savoir en tout cas, contrairement à une idée reçue, c'est que la grande majorité des touristes internationaux qui viennent chaque année en Israël ne sont pas issus de la communauté juive. La grande majorité viennent pour des raisons de pèlerinage chrétien, donc soit catholique, soit évangélique, donc c'est une grande partie. D'autres pour des raisons de voyage d'affaires et d'autres pour on va dire un tourisme traditionnel, comme on part découvrir la Croatie, l'Espagne ou la Turquie. C'est environ 60%, voire un peu plus, du tourisme général vers Israël. Pour la France, c'est différent, parce que la France, c'est quand même l'une des plus grandes communautés juives du monde et d'Europe. Donc là, par contre, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que vous avez à peu près 75% de touristes qui sont issus de la communauté juive, et le reste, donc, ce sont des touristes, des pèlerins catholiques essentiellement, et puis aussi des touristes lambda qui vont en Israël aussi, comme on va, par exemple, à Tel Aviv, comme on va à Ibiza. Ça arrive de plus en plus, surtout ces derniers mois, ces dernières années, avec les campagnes qu'on a pu réaliser en France. On va parler effectivement de ces campagnes, mais j'aimerais, vous parliez de pèlerinage, comme ça quelques petits lieux ou même grands lieux que on connaîtrait un petit peu moins et
pour lesquels vous nous donniez quelques suggestions, voilà, sans rentrer dans les détails, parce qu'on va pas faire le parcours touristique tout de suite, mais par exemple dans le nord ou dans le sud. Dans cette émission, j'aime bien sortir des sentiers battus. Absolument, tout à fait. Quels sont-ils ? Alors, moi personnellement, j'aime beaucoup le nord d'Israël. J'aime beaucoup aussi certains endroits de la vieille ville. Cet été, voilà, pour vous donner quelque chose d'assez précis, j'ai eu l'occasion cet été donc d'aller sur la Via Dolorosa dans la vieille ville de Jérusalem, dans un site qui s'appelle l'auberge autrichienne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Et pourtant, je suis allée sur la Via Dolorosa. Alors, l'auberge autrichienne ou hospice autrichien, comme son nom l'indique, en fait, c'est une ancienne bâtisse qui avait été édifié donc il y a quelques siècles par des hospitaliers autrichiens. Alors ça paye pas de mine à l'entrée, c'est situé sur la Via Dolorosa. Et en fait, quand on pénètre et qu'on ouvre cette grande porte, donc qui est pas très loin donc du Saint-Sépulcre, donc on rentre dans une grande bâtisse où tout est décoré à la façon un petit peu de Sissi impératrice. On peut déguster du café viennois, du chocolat viennois. Il y a un patio magnifique où on peut prendre un très très bon café, avec une vue au dernier étage absolument sublime sur les vieux quartiers de Jérusalem. C'est un îlot, un joyau caché un petit peu, et c'est très très inattendu. Et c'est vrai que de plus en plus de touristes y vont. Moi, quand j'en parle autour de moi, il y a très peu de gens qui connaissent cela. D'abord parce que dès qu'on parle de la vieille ville de Jérusalem, de certains quartiers, etc., les gens sont parfois un petit peu perplexes, alors qu'en fait pas du tout. Moi, cet été, j'ai trouvé que c'était magnifique, que c'était propre, que c'était très bien agencé, qu'on peut vraiment aller partout sans aucun souci, et qu'il faut y aller, Moi, j'aime bien ces côtés à Jérusalem qui sont un petit peu, on va dire, comme vous l'avez dit, hors des sentiers battus. Je veux dire, le côté, on va dire, culturel, le côté artistique, le mont des Oliviers, qu'il faut avoir vu, le mont des Béatitudes, par exemple, aussi en Galilée. Bon, évidemment, la ville de Safed, la ville de Akko, de Saint-Jean d'Acre, avec son caravansérail, avec les sites qui ont été rénovés dans la salle des chevaliers. C'est le Hammam Pacha, c'est vraiment magnifique, quoi. Et pourtant, beaucoup de gens parmi les auditeurs qui vont régulièrement en Israël n'ont pas été depuis plusieurs années, voire n'ont jamais été dans ces sites-là, et qui changent souvent, très souvent. Et on peut, de surcroît, monter encore un tout petit peu plus haut et arriver jusqu'à la frontière. À la frontière, et Rosh Hanikra, et Metula, voilà, qui sont magnifiques également. Où l'on voit d'ailleurs énormément d'Israéliens qui circulent. Bien sûr. Et qui profitent de ce type de Absolument. Au ministère du Tourisme israélien, il y a ce qu'on appelle un département du tourisme intérieur qui développe ce style de visite. Alors, Laurent Ganassia, vous parliez de l'augmentation du tourisme sur 2017. Est-ce que justement la campagne publicitaire que l'on a vue, qui est une campagne grand public, puisque on l'a vu sur les chaînes de télévision, on a vu l'ancienne, on a vu depuis quelques jours là maintenant la nouvelle qui est arrivée, ça a été, qu'est-ce qui a fait que soudainement l'Office du tourisme ait décidé, ou que Israël tout simplement ait décidé d'avoir cette ouverture? Et pour avoir une question encore plus franche, on va dire, est-ce que les actions du BDS, de ce fameux BDS, ont fait que Israël a décidé de rendre la balle, on va dire, ou alors d'expliquer différemment en faisant ces campagnes de publicité? Alors, pour répondre à la dernière partie de votre question, absolument pas, parce que de toute façon, en ce qui concerne le tourisme, nous on a toujours travaillé d'une façon très concrète, en regardant les chiffres, en regardant l'appétence donc des touristes potentiels vers la destination, et en n'ayant qu'un seul credo, c'est que Israël concerne tout le monde, que tout le monde doit avoir sa place sous le soleil d'Israël. Pendant de longues années, voire de longues décennies, Israël c'était un petit peu la destination de la communauté juive, ou bien des touristes pèlerins chrétiens, ou des férus d'archéologie. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, enfin en tout cas pas seulement, c'est le cas bien sûr, mais pas seulement. Aujourd'hui, qu'on soit, on va dire, un fêtard, qu'on soit une fashionitas, qu'on soit gay, triste, hétéro, homo, enfin bref, qu'on aime la fête, qu'on aime l'histoire, qu'on aime la gastronomie, qu'on soit vegan et qu'on aille visiter Tel Aviv, qui est la première ville végane du monde, qu'on ait envie de faire des rencontres, qu'on aille dans un endroit où on trouve les plus belles filles et les plus beaux garçons du monde, si j'en crois beaucoup de commentaires de journalistes et d'agences de voyage qu'on amène régulièrement en Israël, eh bien, on va en Israël et surtout, on s'y sent bien. On sent que, nous en tout cas, notre but, c'est de faire comprendre, de faire sentir à chaque touriste potentiel qu'il a sa place en Israël et qu'il est le bienvenu. Donc cette campagne, pour répondre aussi à votre question, elle a été faite également pour, on va dire, mettre sur la même échelle la destination Israël, on va dire,
comparé à d'autres grandes marques de villes, que ce soit Barcelone, New York, etc., être déconnecté, on va dire, de la marque Israël en général, et surtout de mettre en avant cette proximité. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, en 4 heures de vol, 4h15, on peut aller soit à Jérusalem, soit à Tel Aviv, soit carrément visiter les deux villes, puisque les deux villes ne sont distantes que, vous le savez encore mieux que moi, d'à peine 1 heure de route. Et vous l'aurez remarqué peut-être, Agnès, dans la publicité, il n'y a pas le mot Israël, justement. Non, c'est vrai. Il y a le mot Tel Aviv, il y a le mot Jérusalem, mais pas le mot justement Israël. Alors, certainement pas évidemment pour laisser penser que ce n'est pas en Israël, bien au contraire, mais simplement de dire que voilà, on n'est pas obligé quand on va en Israël de faire 10 jours de circuit et d'y aller pour un long pèlerinage. Comment c'est conçu cette publicité? Qui l'a réfléchi, qui l'a conçu? Alors, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de spécialistes qui sur place font appel, on va dire, à des experts en communication, essayent de vérifier un petit peu quelles sont les attentes, les habitudes des touristes. Vous savez qu'avec les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, etc., les experts essayent d'analyser un petit peu les attentes du public et puis surtout ce qu'on attend d'une destination qui reste malgré tout encore un petit peu méconnue comme Israël, même si on la connaît de plus en plus, même si... Oui, ou qu'on l'en connaît simplement au moins grâce ou à cause de la politique. Exactement. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, pour être très franc, quand je vais au fin fond de la France et que je parle avec certaines agences de voyage qui n'ont jamais mis les pieds en Israël, Tel Aviv, elles savent tout de suite. Ah oui, je sais, à Tel Aviv, on fait la fête comme à Ibiza. Donc c'est vrai que ça rentre maintenant dans l'esprit des gens. Ah, Jérusalem, il paraît que c'est fantastique, que c'est magnifique, aussi bien la vieille ville que la nouvelle ville. Parfois, j'ai des réflexions de gens qui n'ont jamais été en Israël, mais qui, grâce à la communication, grâce au bouche à oreille, parce qu'Israël est aussi une destination qui marche extrêmement bien grâce au bouche à oreille. Vous connaissez, je suis sûr, des gens dans votre entourage qui vous diront, écoutez, moi j'ai jamais mis les pieds en Israël, j'ai jamais eu l'occasion d'aller en Israël, mais j'ai un oncle, un ami, une cousine qui a été et qui est revenu absolument enchanté. Donc c'est vrai que ça joue aussi beaucoup. On m'a même répondu quelque chose qui était fortement intéressante d'un homme politique à qui j'ai proposé de partir et qui, lorsqu'il est revenu, m'a dit « Ah, c'est pas ce qu'on voit à la télévision. » Voilà. Et j'ai trouvé que sa réponse était tout à fait significative. Et en regardant la publicité, effectivement, ça n'est pas ce que l'on imagine du pays. Absolument. Et nous, on le constate. Pour répondre aussi à votre question sur les journalistes, sur les gens qui viennent en Israël, on a co-organisé il y a quelques semaines, en fait, la 20e convention de l'AJT, l'association des journalistes de tourisme de la presse française, avec parfois des grands noms comme France 2, comme Emmanuel Langlois, par exemple, qui travaille sur France Info, et dont la plupart venaient en Israël. Ils étaient 80 à peu près, et ils venaient en Israël, la plupart pour la première fois. Ils ont accepté. Ah oui, non seulement ils ont accepté, mais il y a eu carrément des noms en liste d'attente, parce que dès que la direction de la convention a révélé que c'était Israël qui avait été choisi, en 3 jours, c'était plein et il y avait une quinzaine de personnes en liste d'attente. Et tous m'ont dit ce que vous venez exactement de dire. On n'imaginait pas cela, on n'imaginait pas les gens courir un peu partout, on n'imaginait pas les gens sortir, on n'imaginait pas des jeunes filles en mini-jupe à l'âge de 16 ans sortir le soir sans se faire embêter. On n'imaginait pas à Tel Aviv des gens prendre soin comme ça des animaux, des chiens, des chats, mais des choses auxquelles nous-mêmes on ne pense pas, grâce à ces regards nouveaux de gens qui viennent pour la première fois en Israël. Alors, en plus de ça, quand on les a amenés dans les lieux saints et les lieux historiques de Jérusalem, mais Agnès, c'était archi plein. C'était toute proportion gardée, on aurait dit Venise. Moi-même, j'étais stupéfait. Donc ça montrait un petit peu ce renouveau du tourisme en Israël et ça fait plaisir. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact d'une campagne comme celle que vous avez faite et qui est encore en cours, Laurent Ganassia ? Alors, je vais être très franc avec vous. Personnellement, non. C'est-à-dire que à notre échelle, nous, à l'Office de tourisme, donc on ne cherche pas à faire des sondages ou autres. Ça, je pense qu'au ministère, ils le font d'une façon assez régulière. Nous, on le voit par rapport aux réactions du public et des gens qu'on rencontre dans les salons, dans les colloques, dans les réunions, etc. Et tous, enfin moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas vu notre publicité à la télévision. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et puis, on s'en rend compte aussi par rapport aux chiffres. C'est vrai que quelque part, quand on a une augmentation constante, mois après mois, de touristes, de visiteurs qui viennent en Israël. Bon, évidemment, ça fait partie d'un tout. Et la campagne publicitaire fait aussi partie de cela. Mais pour reprendre également l'argumentaire de votre précédente invitée, Hélène Schumann, je veux dire, la culture israélienne, l'art israélien fait aussi qu'on a envie de découvrir Israël. Je veux dire, la littérature israélienne, le design israélien, la cuisine israélienne
tout cela fait qu'on s'intéresse à Israël et qu'on a envie aussi de découvrir sa destination. On va reparler de tous ces sujets. La musique, effectivement, fait partie intégrante en Israël de la découverte et des activités. Il y a un très beau festival de jazz qui Absolument. a lieu à Eilat tous les Red ans. Sea Jazz Il en a fait Festival. partie à plusieurs reprises. Il a fait partie aussi du Festival de la culture juive. Il en a fait l'ouverture. Un extrait du dernier album d'Avishai Cohen, 1870, Derorikra. Alors, avec tout ce que l'on a évoqué en première partie, Laurent, la publicité, les spots, la croissance, etc. En définitive, quelle est l'image d'Israël ? Parce que je vais pas faire question-réponse, mais pour être franche, je regarde sur le Facebook de l'Office du tourisme et malheureusement, de temps en temps, il y a toujours des réactions malveillantes, pour ne pas dire autre chose. De toute façon, il est clair qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un défouloir. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de journalistes et de spécialistes qui en parleront beaucoup mieux que moi. Après, je veux dire, en même temps, c'est le cas de le dire, ça permet aussi d'être complètement transparent. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on ne peut plus rien cacher et la propagande est quelque peu aussi contrôlée de part et d'autre. Je veux dire, les gens se renseignent, prennent leurs avis de part et d'autre, et c'est pour ça que depuis quelques années maintenant, les gens ont vis-à-vis d'Israël, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, par rapport à l'histoire, par rapport à l'actualité, ont un peu plus de distance sur la sécurité, sur le fait. Aujourd'hui, on ne pose plus de questions, par exemple, sur la sécurité. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même pas. Oui. On a eu l'occasion. Ça arrive quand même. Mais auparavant, on assistait parfois à des salons grand public, des petits salons grand public en province, et une question sur deux, c'était la sécurité. Ah, j'ai envie d'aller en Israël, mais au niveau de la sécurité, est-ce que vous pensez que... Mais aujourd'hui, sur une journée, ça nous arrive une fois. Parce que les gens savent pertinemment qu'en Israël, c'est sécurisé. Non seulement c'est sécurisé, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne veux pas être cynique ou quoi que ce soit, mais bon... Oui, par rapport à ce qui se passe dans le monde, Paris en Europe aussi, et à on Paris, ouvre le sac au supermarché. Exactement, et par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, donc les gens relativisent, et puis par rapport à l'image même d'Israël, bon, voilà, les gens se renseignent, les gens relativisent. Après, il y a toujours des gens qui sont partisans, les gens qui sont de toute façon partisans, bon... On ne pourra pas les changer. Voilà, il y en a qui sont plus ouverts que d'autres. Mais moi, je fais partie de ceux qui ont toujours pensé que lorsqu'on dit, d'après une idée reçue, qu'Israël réussit en bien des domaines, mais qu'au niveau communication, pas trop, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve qu'au contraire, en laissant justement la démocratie agir et les artistes, les créateurs s'exposer un peu partout dans le monde, en Europe, enfin, je ne vais pas citer les noms que vous connaissez encore mieux que moi, Asaf Avidan, Nathalie Portman, le cinéma israélien, Ron Arad, le designer, etc., la littérature israélienne, la danse, les chansons, enfin bref. Bon, tout cela fait que Israël aujourd'hui fait partie de ces pays qu'on a envie de découvrir, tout simplement. Et ça aussi, ça fait partie de la communication, volontaire ou pas, en tout cas. Ça marche. Alors, vous parliez aussi de la gastronomie. C'est vrai qu'il fut une période où bon, on va dire, on mangeait sympathiquement bien en Israël, mais on ne pouvait pas parler de gastronomie, alors que maintenant, on est véritablement dans une démarche qui a avancé. Bon, Masterchef, Top Chef israélien avec tous les grands chefs, et puis surtout avec une opération qui est quand même importante, qui a grandi et qui a un parrain qui n'est autre que Guillaume Gomez, qui est le chef cuisinier de l'Élysée. J'ai parlé de So French So Good, qui a eu lieu là il y a quelques jours de ça. Et les grands chefs français rencontrent maintenant de grands chefs israéliens. Absolument, parce que d'abord, beaucoup de chefs israéliens ont été formés dans des écoles européennes et souvent françaises, donc ils s'inspirent un petit peu de la cuisine européenne, internationale. La nouvelle cuisine israélienne, moi je suis pas un grand spécialiste, mais d'après ce qu'on m'a expliqué, ça s'apparente à la cuisine fusionnelle, de la cuisine fusionnelle, donc avec beaucoup de créativité, beaucoup de mélange de saveurs, beaucoup de produits locaux. Puis moi, j'ai eu par exemple, vous connaissez l'Institut Gérard Klein. Bon, oui. On l'avait invité il y a quelques temps en Israël, ça remonte à quand même pas mal d'années, et c'était la première fois qu'il allait en Israël. Bon, alors lui, il voyage un peu partout dans le monde. Il nous a dit qu'il n'avait jamais aussi bien mangé qu'en Israël. Voilà. Alors vous avez reçu aussi il y a pas très longtemps, Cyril Lignac, comme vous avez pu le constater. Ça a donné lieu donc à des petites pastilles sur M6 et sur Teva. Et effectivement, lui aussi a eu le plaisir de rencontrer des chefs, des producteurs locaux. Il a été assez étonné donc aussi de cette créativité. C'est la fusion entre l'Europe, l'Orient et l'Occident. Exactement, tout à fait. Voilà, et je pense que les chefs
à l'heure actuelle, aiment beaucoup le terme de fusion et qu'ils le retrouvent d'autant plus avec des produits qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser ici en France. Et qui sont extrêmement frais, extrêmement travaillés, et puis une véritable créativité. C'est vrai que pendant... Donc ça veut dire, Laurent Guénassia, que peut-être on va pouvoir faire des tours comme il y a le tour de l'Alsace ou du Bordelais pour déguster les vins. On pourra faire le tour des meilleurs restaurants ou des vignobles israéliens, puisque le vin maintenant aussi d'actualité. De toute façon, il y a une route des vins. Il y a aussi, en tout cas pour les journalistes, le ministère du Tourisme organise régulièrement ce qu'on appelle des visites et des dégustations donc dans des grands restaurants, également aussi sur le thème de la cuisine végane, puisque je le rappelais tout à l'heure, Tel Aviv est sinon la première, en tout cas l'une des plus grandes villes véganes au monde. Et puis beaucoup de spécialistes d'agences réceptives aussi en Israël, mais par l'intermédiaire aussi de votre agence habituelle en France, peut organiser pour des petits groupes des voyages à thème, vraiment conçu de A jusqu'à Z, et sur la gastronomie, sur la route des vins, sur ces joyaux cachés un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de découvrir dans des circuits classiques. Ça peut être justement l'objet d'un voyage personnalisé qui peut être, on va dire, offert donc au sein d'une entreprise, d'une famille, mais c'est vrai que le tourisme que l'on pratique aujourd'hui en Israël depuis quelques années n'a rien à voir avec celui qui se pratiquait il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans, quoi. Qui était beaucoup plus fermé, on va dire, et beaucoup plus communautaire. Qui était plus institutionnalisé, voilà, en tout cas. Alors, on va terminer cette émission avec deux informations qui sont importantes. Également, dans le cadre du développement, la pyrotechnie. Oui. D'ailleurs, on l'a vu à Jérusalem, il y avait, à l'instar de Lyon, une soirée ou même une semaine, je crois, qui a été réservée avec des projections. Alors, c'était pas de la pyrotechnie, mais de la projection sur la muraille de Jérusalem, qui était absolument magnifique. Et là, vous allez nous parler de Haïfa. De Haïfa, absolument, puisqu'on a reçu, donc, il y a quelques jours, un communiqué de la mairie de Haïfa, donc en coopération avec le ministère du Tourisme et de la municipalité. Donc, ils ont décidé de lancer un concours international de design d'éclairage pour créer des installations audiovisuelles spectaculaires dans la ville portuaire, avec un investissement de 20 millions de shekels, similaire en fait aux expositions existantes déjà, par exemple, à Singapour, en Espagne ou à Dubaï. Alors ce concours qui va s'appeler le Haïfa Light, les lumières de Haïfa, est un challenge international d'illumination d'1 mois et qui est présenté donc dans un site dédié que je vais vous donner. Alors le concours est ouvert aux candidats du monde entier qui travaillent dans le domaine de la lumière, du laser et des systèmes avancés d'éclairage. Il se traduira par la sélection d'une équipe qui planifiera, concevra et établira un projet d'art lumière et lumineux depuis le port de Haïfa et qui tendra à stimuler le tourisme vers la ville et la région du Nord et de Galilée-Maritime. Alors c'est pas de la pyrotechnie, c'est plutôt ce qu'on appellerait comme la forme de vidéo mapping, c'est-à-dire de la projection murale plutôt. Tout à fait, absolument. Murale, également dans le ciel. Enfin, j'ai vu quelques photos qu'on peut retrouver donc sur le site web. C'est assez spectaculaire, c'est très très coloré. Et évidemment, donc le but, c'est un petit peu de mettre la lumière, c'est le cas de le dire, sur la ville de Haïfa. Et on se souvient que les Français aussi sont assez forts en la matière, puisqu'il y a quelques années, c'était un maître artificier, je crois qu'on emploie ce terme-là, français, lyonnais, Roland Géol en fait, qui avait été choisi pour éclairer la muraille de Jérusalem. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés, donc ils peuvent éventuellement avoir plus de renseignements et présenter leur candidature sur le site internet qui s'intitule tout simplement Haïfa Light au pluriel, donc les lumières de Haïfa en anglais, haifalight.com, tout simplement. D'accord. Donc, entreprise qui est à l'écoute, allez-y, c'est le moment de répondre. Et puis, d'autres informations comme ça, un petit peu en flash. Oui. Voilà, tout à fait. Dans un mois, à peu près un petit peu plus, le Birdwatching, le festival des oiseaux migrateurs à Eilat. Vous savez que Israël est un lieu de passage de, je crois, 500 millions de volatiles. À des périodes bien précises. À des périodes précises, exactement, entre l'Afrique et l'Europe. Donc, ces volatiles passent par le ciel d'Israël. Et ce festival est organisé par le Centre d'ornithologie israélien et le SPNI, qui est en fait la société protectrice donc de
de la nature. C'est devenu un événement assez majeur parmi les plus importants dans cette catégorie dans le monde. Et le festival aura lieu cette année donc à Eilat du 15 au 22 mars pendant une semaine durant donc la saison de migration printanière qui comprend des visites ornithologiques de jour et de nuit aux meilleurs sites du sud d'Israël, des présentations, des conférences et plus encore. Alors cette année, le festival se tiendra à l'hôtel Israël Agamim à Eilat et il est conçu pour les amateurs, bien sûr, pour les professionnels, et puis pour rassembler des ornithologues du monde entier pour passer une mémorable semaine volatile, printanière et même maritime. Alors cette prochaine édition promet d'avoir des expériences, de vivre des expériences d'observation d'oiseaux, mais pas seulement, des oiseaux insolites, fantastiques, par exemple des rapaces, des black bush robins, des serins syriens et plus encore, des excursions également en nocturne à la mer Morte pour observer quelques spécimens assez insolites, et puis une journée dans le désert du Negev qui invitera à l'observation de outards de McQueen, sans lien avec Alexander, et également des diverses espèces de gangas et une spectaculaire migration de cigognes blanches. Voilà. Alors sans oublier aussi la possibilité de croiser les animaux du désert, les gazelles, les loups d'Arabie, les renards, les golden chacals et les onagres qui peuplent cette région fascinante. Alors ceux qui sont intéressés, il y a également un site internet www.birds au pluriel.org.il birds.org.il. Star qui va définir celui ou celle qui représentera Israël à l'Eurovision en mai prochain. Et ça aussi, c'est l'image d'Israël, Laurent Ganassia. Hein? 3 victoires quand même. Oui. C'est pas rien. Oui, 3 victoires, tout à fait. Et on espère qu'il y en aura bien d'autres. Amen. Alors, avant de se séparer, une question peut-être un tout petit peu perso. Quel est le coin, la ville, le lieu, ce que vous souhaitez, que vous préférez en Israël? Alors moi, ça restera pour toujours vraiment Jérusalem. Moi, je suis un fou de Jérusalem et je suis d'autant plus, entre guillemets, enthousiasmé de voir que les gens qui viennent en Israël pour la première fois, peu importe la génération, les milieux, les croyances ou les absences de croyances, sont tous fascinés quand ils découvrent pour la première fois Jérusalem. C'est impressionnant d'assister à leur découverte et à leur témoignage. Moi, c'est une ville qui m'épate, qui est de plus en plus belle, où il y a un plaisir de vivre, de visiter, de s'y perdre, de redécouvrir. Moi, je suis fou de Jérusalem. Merci Laurent pour cette première qui ne sera pas une dernière puisque j'aurai le plaisir de vous recevoir. Nous continuerons dans les scènes israéliennes à parler du tourisme et des bons coins à découvrir. Merci. Merci à vous Agnès. Leitraot.